Je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière série d'échanges, d'autant plus qu'elle est particulièrement riche, même si jusqu'à présent on a eu aussi beaucoup d'éléments très riches. Elle me semble particulièrement riche parce qu'elle soulève à la fois des nouvelles questions et qu'elle croise aussi des questions qu'on a déjà un peu travaillées, mais par une autre entrée. Donc, quelques mots d'introduction. Je pense que dans cette table ronde qui est consacrée à la consolidation des États, l'interstice des jeux de puissance, pour reprendre l'intitulé du programme, on va essayer de réfléchir sur ce qu'est la souveraineté comme capacité, à plusieurs titres. Capacité d'abord à résister aux pressions extérieures, c'est-à-dire la souveraineté à l'épreuve de pressions extérieures, notamment on va parler tout de suite, dès la première intervention, de la question des sanctions. Et la sanction constitue un outil de politique internationale dont on parle beaucoup ces derniers temps, finalement, dont on n'a pas tant parlé que ça jusqu'à présent, et qui est en même temps un outil particulièrement controversé, puisque c'est assez fascinant, il y a quand même un décalage assez net entre je dirais, les perceptions politiques de l'intérêt de recourir à ce type de mesures et les bilans que les experts ou les spécialistes peuvent en faire, sachant que très souvent, la sanction, paradoxalement, consolide le pouvoir en place visé par les sanctions elles-mêmes. La souveraineté également va être abordée en tant que capacité à disposer des moyens et des attributs d'État, c'est-à-dire comment faire quand l'État n'a pas la capacité d'exercer ses fonctions souveraines. Donc on va voir ici également les enjeux de la construction extravertie des États, et qui là encore est très controversé. De nombreux exemples montrent qu'il est compliqué et difficile de faire exister l'État par l'international, par l'extérieur, par les jeux de puissance. Je pense à évidemment l'Afghanistan, la Libye, et puis on verra d'autres cas aujourd'hui. Alors à défaut de réussir à construire l'État par l'extérieur, je pense qu'il est important aussi de rappeler que la souveraineté est aussi une garantie que les autres États, que les États se fournissent entre eux, plus ou moins respectés, mais ça reste une garantie qui est attendue, qui est énoncée. Nous vivons malgré tout dans un système politique où les États survivent beaucoup plus que par le passé, y compris des États qui, justement, n'auraient pas les capacités à exercer pleinement ces attributs de souveraineté. Donc, contrairement à d'autres périodes de l'histoire, pour l'instant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États ne disparaissent pas. Donc, même s'ils sont parfois un peu fantomatiques. Donc, la consolidation des États est donc un enjeu et une attente de sécurité collective, en étant en même temps confronté à des intérêts parfois contradictoires de puissances extérieures. Alors, ces puissances extérieures, elles sont des profils variés, des attentes variées. Ça peut être, il ne faut jamais oublier parce qu'on a tout de suite en tête les grandes puissances, on pense les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Mais les premières concernées sont souvent les États voisins. Donc, il faut penser déjà aux intérêts des États voisins, des États sur lesquels se développent des formes de conflictualité. Donc, les États voisins, les autres puissances, quelques puissances mondiales, les anciennes puissances coloniales, et aussi des attentes multilatérales d'organisations internationales. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Donc voilà, donc les États se procurent des garanties de survie et en même temps, ils sont très interdépendants face à des formes de violence et des menaces qui sont transnationales. Et quand on regarde un peu la manière dont la force est exercée, quelle que soit son intensité, on s'aperçoit que aucun État n'agit tout seul, en fait. Même la Russie s'appuie sur la Biélorussie. Enfin, voilà, il n'y a pas d'État qui fait la guerre tout seul. Au Mali, dont on a parlé, même les Français, quand ils disent on va au Mali, ils ne sont pas tout seuls. Jamais, à aucun moment, un État
n'exerce la force tout seul. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait intégrer. Enfin, dernier point, et c'est une communication, je trouve, qui va, voilà, va nous permettre de remettre aussi un peu en perspective les choses lorsqu'on va se retourner vers une autre époque, hein, une époque donc il y a quelques siècles où les relations internationales, dans les relations internationales, se rencontraient les multiples formes qu'a pu prendre l'emprise coloniale européenne, hein, donc les enjeux coloniaux, me semble d'autant plus intéressant à saisir que aujourd'hui, hein, à mon avis, pour arriver à saisir les conflits contemporains depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, y compris le conflit, la guerre actuelle en Ukraine, il peut être pertinent et, à mon avis, analytiquement très productif de les resituer, hein, dans des dynamiques d'effondrement d'empires et de construction d'États-nations post-coloniaux. Je pense que la plupart, enfin, si on regarde tous les conflits contemporains depuis 80 ans, sont articulés à des enjeux d'effondrement d'empires coloniaux, y compris l'empire soviétique, que je classe dans les empires coloniaux ici, et donc à la consolidation d'États successeurs, hein, de ces empires, d'États post-coloniaux. J'ai trop parlé, je suis désolé. Et donc, je vais tout de suite passer la parole pour une première intervention à Aminata Diaby et Nicolas Klingel-Schmidt, qui vont nous parler de la souveraineté de facto et sanctions multilatérales pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un contexte de conflit armé régional, le cas malien. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce qu'on m'entend bien dans la salle? Oui, sur Zoom aussi, j'imagine. Alors, avant de commencer, très brièvement, nous tenons à remercier l'ensemble de l'équipe organisatrice de cet événement, le comité scientifique, et en particulier le professeur Yann Richard, pour l'organisation de cet événement. Merci de permettre aux jeunes doctorantes et doctorants que nous sommes de nous enrichir des précieuses interventions des autres panélistes et de partager nos modestes réflexions. Alors, pour illustrer une étude en cours qui croise nos recherches doctorales, l'une sur la coopération et l'intégration africaine dans le domaine juridique pour Aminata et la mienne dans le domaine de la paix et de la sécurité. Donc une étude qui finalement croise les disciplines complémentaires des relations internationales et du droit international. Nous avons choisi de proposer une réflexion sur les bases juridiques et la portée des sanctions d'organisations sous-régionales vis-à-vis d'un État membre dont le gouvernement n'a pas reçu la légitimité des urnes et donc dont l'exercice de la souveraineté est contesté. Alors pour m'assurer qu'on respecte les 45 minutes qui nous sont allouées, je vais mettre un petit chronomètre parce qu'on est bien élevé. Alors, on ne va pas revenir sur les causes et les conséquences à vos souhaits de la guerre au Mali, qui est une guerre contre les groupes armés terroristes qui est à la fois protéiforme et transfrontalière, puisqu'elle s'étend à l'ensemble du Sahel, elle est plus limitée au Mali depuis 2013, ni sur l'adéquation des différentes opérations mises en œuvre depuis 2013, avec les enjeux locaux et régionaux qui ont déjà été largement analysés. Notre attention à nous se porte plutôt sur la souveraineté qu'exerce le gouvernement malien de transition depuis les coups d'État, les deux coups d'État en fait qui ont eu lieu respectivement en 2020 et en 2021. Et surtout, on va chercher à savoir comment cette souveraineté s'articule vis-à-vis des compétences de deux organisations sous-régionales auxquelles le Mali appartient, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, auquel on va beaucoup faire référence dans cette présentation, et la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et des sanctions que ces deux organisations ont imposées au Mali depuis le début 2022. Donc notre recherche tente d'apporter des réponses à plusieurs questions. La souveraineté du gouvernement peut-elle être altérée par les décisions des institutions multilatérales? Quelle est l'efficacité des régimes de sanctions qui sont adoptés? Et dans un contexte de guerre, dans une région déstabilisée, une organisation régionale ou sous-régionale peut-elle remettre en cause l'exercice de la souveraineté d'un gouvernement de facto, de militaires au pouvoir, afin de rétablir l'ordre constitutionnel d'un de ses États membres? Donc nos recherches en fait vont se concentrer sur les interactions CEDEAO, UEMOA, gouvernement de transition malien,
sur une période récente qui va commencer avec le coup d'État qui a eu lieu le 18 août 2020 avec le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on surnomme en général IBK, par des officiers militaires dont le colonel Assimi Goïta et la mise en place d'un comité national pour le salut du peuple. Quelques semaines après, en septembre 2020, il y a une annonce d'une transition prévue sur 18 mois, avec la nomination de Ban Dao, qui est un colonel et qui est l'ancien ministre de la Défense d'IBK, comme président de la transition, et Assimi Goïta, donc le fameux colonel, qui se retrouve vice-président avec Mokhtar Wane, Premier ministre. La CEDEAO, dans la foulée, en session extraordinaire, va donner son accord pour la tenue d'élections en février 2022. Retenez ces dates parce qu'on y reviendra. Et finalement, on a un deuxième coup d'État qui arrive le 24 mai 2021 avec la mise à l'écart au départ de plusieurs officiers qui avaient pris part au coup d'État du 18 août 2020. Ils sont mis à l'écart par le président Ndo. Et en réaction, ce président, le président Ndo, et son Premier ministre Wane sont interpellés par les militaires, déchargés de leurs prérogatives pour, je cite, « intention avérée de sabotage de la transition », tandis que le colonel Assimi Goïta, qui faisait partie du premier coup d'État, devient président de la transition. Donc là, en fait, si on raisonne en termes de valeurs, l'armée va se réclamer d'une souveraineté populaire en reprenant le narratif des coups d'État rectificatifs des années 60 et 90, à défaut d'avoir d'ores et déjà une légitimité, une souveraineté institutionnelle acquise. Alors ensuite, on a une annonce le 31 décembre 2021, alors on est sur les derniers développements de cette crise qu'on analyse, on va annoncer le report des élections qui étaient prévues en février 2022 par la junte militaire qui va de facto rallonger son séjour au pouvoir et qui va expulser le représentant de la CEDEAO au Mali. Alors, en fait, on a une junte qui refuse l'autorité de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'ONU, et qui, ces instances-là, vont prôner un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation d'élections. Et en fait, finalement, ces deux coups d'État qui ont lieu en 2020 et en 2021, ils sont réalisés par les mêmes acteurs dans les deux cas, et ils s'inscrivent dans ce qu'on va appeler une troisième vague de coups d'État. Une troisième vague que connaît en fait le continent africain depuis 2012. Donc il y a eu un premier coup d'État au Mali en 2012, il y a eu un coup d'État en Égypte, en Centrafrique, au Burkina Faso, au Tchad, en Guinée et au Soudan. Et en fait, cette nouvelle vague de coups d'État, elle correspond pas tout à fait aux typologies habituelles des coups d'État qu'on a. La doctrine, enfin, en tout cas les personnes qui ont tenté de théoriser ça, vont déterminer deux grandes vagues de coups d'État. La première, dans les années 60, c'était des coups d'État rectificatifs. On va chercher à corriger la trajectoire de l'État, enfin je dis on, j'y étais pas à l'époque, dans une configuration où les militaires en fait s'arrogeaient un droit d'intervenir lorsque l'exercice de la souveraineté par les gouvernements civils ne correspondait pas ou plus à leurs attentes. Ensuite, on a une seconde vague de coups d'État qui apparaît dans les années 90 sur le continent, et là on va avoir une dichotomie entre les bons coups d'État qui vont mettre fin à des régimes autocratiques vieillissants, qui sont en crise, qui sont en faillite, et qui vise à protéger les populations des dérives du pouvoir et des mauvais coups d'État qu'on va distinguer, qui permettent à des hommes forts de se maintenir ou de revenir au pouvoir, comme c'est le cas avec Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Là, cette nouvelle vague de coups d'État, en fait, depuis 2012, elle reprend certaines dynamiques des deux autres, mais elle ajoute aussi de nouvelles données qui sont à prendre en compte si on veut comprendre cette nouvelle vague, parce qu'on a deux éléments centraux. On a d'une part une crise sécuritaire qui va impliquer des groupes terroristes, et le deuxième élément, c'est des conflits intercommunautaires que les interventions nationales, sous-régionales, régionales et internationales successives n'arrivent pas à endiguer. Et en fait, face à cet échec, c'est la classe politique au pouvoir qui est blâmée, et l'institution militaire dans chaque État, elle va jouer, en particulier au Mali, sur le mécontentement populaire pour évincer le gouvernement et prendre sa place. Alors, ce qu'on constate, ou en tout cas ce qu'on peut au moins envisager, c'est que les réponses qui sont formulées par les institutions multilatérales d'aujourd'hui, elles ne parviennent pas à résoudre ces coups d'État, à apporter des réponses adéquates, d'une part a priori pour éviter les crises sécuritaires, et d'autre part a posteriori pour participer au rétablissement rapide et pérenne, durable, de l'ordre constitutionnel des États membres. Donc on peut envisager ça dans la mesure où ces réponses, qu'on va détailler, entraînent plutôt un risque de fragilisation supplémentaire des institutions publiques maliennes et d'appauvrissement de la population, ce qui pourrait en fait aller à l'encontre des objectifs initiaux et au contraire aggraver la situation de guerre et la déstabilisation de toute une région. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui.
D'emblée, nous étions partis pour apporter quelques éléments de définition, enfin de réponse à la souveraineté, afin d'étayer nos propos, et sans pour autant chercher à être exhaustif, mais il semblerait que mes collègues se soient précédemment, au cours des 2 jours, livrés à cet exercice. Donc, pour ne pas être redondante, je vais en parler, mais pas trop. Alors, rappelons dans notre cas d'espèce que la légitimité à rester, ou plutôt celle à continuer de rester au pouvoir, est remise en cause par les instances internationales, qui estiment qu'en tant qu'autorité de facto, elles ne peuvent pas perdurer à cette place. Au fil des années, comme mon collègue l'a précédemment rappelé, la souveraineté sous toutes ses formes a été mise à mal au Mali. Donc, comment définir cette souveraineté? Déjà, dans ce cas d'espèce, nous avons les 2 dimensions de la souveraineté, la dimension interne et la dimension internationale. D'un point de vue interne, car il est question du retour à l'ordre constitutionnel encouragé par les résolutions du Conseil des Nations Unies, et d'un point de vue international, car il y a une internationalisation de ce conflit, d'une part par la déstabilisation d'une zone sensible où se multiplient les coups d'État, notamment en Guinée et au Burkina Faso, en plus de ceux au Mali. Donc un maintien de la paix s'impose dans la région du Sahel, et d'autre part par la multitude d'acteurs qui interviennent dans ce conflit, comme on pourra le voir. Lila Bell a consacré une thèse à la définition de la souveraineté en droit international, nous rappelant ainsi la complexité de l'exercice. Voici quelques éléments qui ont retenu notre attention et qui semblent pertinents dans le cas d'espèce. L'un des éléments apportés qui a retenu notre attention est la définition qu'en fait Carré de Malmberg dans son ouvrage sur la théorie du droit. Il s'agit, je cite, du pouvoir de gouverner, de commander et de décider qui appartient essentiellement à l'État, dans l'ordre interne. Les autorités étatiques vont être alors de facto les garants de cette souveraineté. En l'espèce, la junte militaire gouverne, commande et décide de ce qui doit être fait au Mali. À titre d'illustration, on peut citer la décision des autorités récemment de suspendre la télédiffusion de certaines chaînes d'information, notamment des chaînes d'information françaises, à travers le pays. Donc, ensuite, par ailleurs, sur la scène internationale, la souveraineté de l'État va se définir comme la capacité à être indépendant et autonome. À ce propos, les organisations internationales reconnaissent l'égalité souveraine entre les États membres. Il s'agit d'un principe reconnu dès l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Cette indépendance suppose une interdiction pour les autres États d'interférer dans les affaires d'un État en vertu du principe de non-ingérence. C'est d'ailleurs un des fondements de la cohabitation des États sur la scène internationale et l'une des sources de la coopération étatique. Partons de ces éléments et de ces principes. Dans quel contexte la souveraineté de l'État peut-elle être remise en cause? Pourquoi les autorités, certes de facto, maliennes, sont-elles autant vivement contestées par les instances internationales? On peut légitimement supposer que les mots-clés se trouvent dans le mot « de facto ». Des autorités dont la puissance souveraine est de facto et non de jure, car amenées par un coup d'État, par conséquent, elles ne présentent qu'un caractère temporaire et elles ne sont pas amenées à perdurer. C'est pour cela que dans les diverses résolutions des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, et les décisions de l'Union africaine et de la CEDEAO, il est préconisé un retour à l'ordre constitutionnel et les organisations internationales y concourent vivement. Il s'agit en effet de l'enjeu central autour duquel se construisent les sanctions, évoquées précédemment. Cette notion d'ordre constitutionnel suppose avant tout la tenue d'élections afin qu'un pouvoir souverain de jure soit rétabli. Il faut donc un État, des instances et des organes qui ont l'exercice de la souveraineté, et ce sont ces derniers qui sont remis en cause dans le cas d'espèce, comme je l'ai dit. Pourquoi? Alors, le Mali est une république qui présente a priori un régime démocratique qui lui suppose des élections, un processus bien défini qui légitime le pouvoir. En effet, les Nations Unies consacrent le droit inaliénable pour tout État de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre État. En outre, on retrouve dans la Charte africaine de la démocratie, établie en 2012, signée mais non ratifiée par le Mali, un article 4 qui dispose que les États parties prennent l'engagement de promouvoir la démocratie, le principe de l'État de droit et les droits de l'homme. Les États parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples. Et on a également un article 5 qui vient renforcer ces propos. Le fait que le Mali n'ait pas déposé à temps les instruments de ratification, donc il faut noter qu'en 2012, la crise malienne commençait déjà,
ne remet pas en cause la portée symbolique de la signature de cette charte et par là la volonté du pays d'adhérer à des valeurs démocratiques et constitutionnelles. Une fois cela établi, on constate que ce processus démocratique propre à la constitution de cet État est fortement remis en cause par la situation en cours. En effet, les autorités de transition n'ont ni été élues, ni été proprement désignées à la suite d'une défaillance des autorités légitimement élues lors d'un processus électoral. Le pouvoir a été pris à 2 reprises lors de coups d'État, menant ainsi à une instabilité interne et internationale. Donc, un retour à l'ordre constitutionnel est alors nécessaire afin que les relations internes et internationales puissent reprendre un cours normal. Les organisations internationales et régionales concernées par la menace de la paix se font alors garants de ce retour à l'ordre constitutionnel. Comment ? Ce dernier passe en outre par l'élaboration d'un calendrier électoral avec un processus transparent, en général chapeauté par une commission indépendante. La situation de facto, c'est-à-dire les conflits entre groupes ethniques et terrorisme, a conduit à une grande tolérance de la part des instances internationales concernant le long processus de transition qui s'est éternisé et qui aurait dû prendre fin en 2022, en février 2022, et ça n'a pas été le cas. Mais il ne fallait pas oublier, car ça a été très souvent rappelé au cours des résolutions du Conseil de sécurité, que les autorités de transition étaient tolérées et non acceptées et n'étaient pas amenées à perdurer et à rester au pouvoir, car elles étaient arrivées au pouvoir en violation du droit interne et international. Donc à ce propos, des sanctions étaient donc à prévoir de la part des organisations, étant donné que le statu quo, ou pas au final, était beaucoup trop maintenu. Et que les organisations sous-régionales pour lesquelles l'ordre constitutionnel est une valeur commune devaient être amenées à être restaurées. Merci, je te revole la parole. Alors, justement, puisqu'on parle des organisations sous-régionales et régionales, on assiste à des réactions, à une remise en cause de la souveraineté du gouvernement malien à l'échelle multilatérale, dans le système de ce que j'appelle, spécialement moi qui l'appelle comme ça, mais l'AAPS, l'architecture africaine de paix et de sécurité, regroupe des organisations sous-régionales et régionales, donc la CEDEAO, l'UEMOA, mais aussi l'Union africaine avec ses différents organes. Donc dans le domaine de la défense, on a notamment le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et aussi des organes exogènes comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Et ces différents organes et organisations disposent de compétences qui leur confèrent des moyens de règlement des différends, qui sont basés sur le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, à travers des processus de médiation, et des moyens d'action en cas de menace contre la paix et la sécurité internationale, où là on va se référer au chapitre 7, notamment aux articles 39, 40 et suivants de la même charte. Ces moyens d'action, ils incluent en quelque sorte un certain droit d'ingérence dans les affaires internes de leurs États membres, qui vont de la mise en œuvre de sanctions au lancement de missions militaires, puisque la CEDEAO est une communauté économique régionale qui dispose d'une des 5 brigades régionales prépositionnées qui font partie des forces africaines en attente. Alors, je n'ai pas le temps de développer énormément cet élément-là, mais si des questions viennent là-dessus, il me fera plaisir d'y répondre. Dans notre cas d'espèce, en fait, c'est les sanctions qui vont être privilégiées. Des sanctions vont être prises par l'UEMOA et la CEDEAO. Et ces sanctions, elles visent, comme l'a dit Aminata, un type particulier de menace à la paix et à la sécurité, à savoir les changements inconstitutionnels de gouvernement en vertu de l'article 77 du traité constitutif de la CEDEAO. Alors, concrètement, en pratique, qu'est-ce qu'elles impliquent, ces sanctions? Alors, ces sanctions, elles impliquent un gel des avoirs de la République du Mali, domiciliés dans les banques centrales et dans les banques commerciales de tous les États membres de la CEDEAO, y compris ceux des entreprises publiques et parapubliques, et la suspension de toute assistance et transactions financières, je cite, en faveur du Mali par les institutions de financement de la CEDEAO. Donc, outre ces mesures qui vont viser le secteur financier, l'économie malienne, initialement, elle devait être fortement impactée par la décision de fermeture des frontières et une autre sanction qui était la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et du Mali. Alors, initialement, au niveau sous-régional, ces sanctions, elles sont posées par la CEDEAO, endossées par l'UEMOA. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau continental, il endosse ces décisions.
quelques jours après qu'elle soit prononcée, début janvier. Il soutient les sanctions à l'encontre du Mali. Il réaffirme la nécessité pour les autorités de transition maliennes de respecter la date limite initiale. Le Conseil de sécurité, à l'échelle globale, lui, il se dit préoccupé dans un communiqué par la situation au Mali. Il a appelé à des élections rapides, mais à aucun moment il y aura un soutien formel des sanctions qui sont lancées par la CEDEAO à cause d'un blocage au CSNU par la Russie et par la Chine, tandis que la France, qui elle est soutenue par les États-Unis, a tenté de faire passer une résolution qui portait ces principes. Maintenant, on va s'intéresser à l'impact concret de ces sanctions. Alors l'impact, il est très difficile à évaluer, d'abord parce que une majorité de l'économie malienne dépend du secteur informel. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de rapport ni d'étude qui a été pour l'instant rendu public. Et sur place, la communication officielle du gouvernement laisse entendre qu'il aurait un plan, qu'il aurait anticipé les sanctions, etc., etc. Ensuite, ces sanctions, elles ne sont pas appliquées uniformément, parce qu'on a une exemption sur pas mal de produits. Et ces exemptions sur des produits de première nécessité, des produits pharmaceutiques, etc., elles vont être très largement interprétées par les autres États membres et elles vont permettre en fait de maintenir une grande majorité du commerce d'import-export sur de nombreux produits de base. Mais a priori, l'économie du gouvernement en tant que telle, et non des acteurs économiques privés, est quand même exsangue. On peut mentionner ensuite comme autre élément, et là on va regarder un petit peu plus du côté géographique, le soutien de la Guinée au Mali, puisque la Guinée est menée actuellement par un gouvernement de junte militaire avec à sa tête le colonel Doumbouya, qui n'a pas appliqué les sanctions puisque la Guinée est elle aussi suspendue depuis le coup d'État de septembre 2021 par la CEDEAO et l'UMOA. Alors, pourquoi je parlais du point géographique? Parce que la Guinée est frontalière du Mali et dispose d'une façade maritime avec l'océan Atlantique, ce qui permettrait au Mali techniquement d'assurer encore certains imports-exports par cette voie-là. Maintenant, ces sanctions, elles génèrent aussi des tensions entre organisations, puisque les décisions de la CEDEAO qui ont été endossées par l'UMOA en janvier 2022, elles vont être attaquées par des avocats du Mali au sein de l'UMOA et elles vont être retoquées dans une décision du 24 mars 2022 par la Cour de justice de l'UMOA qui va ordonner, alors non pas un arrêt complet, mais un sursis à l'exécution des sanctions. Là où c'est intéressant aussi, c'est que cette décision de justice, elle n'est pas appliquée. Donc, on a en fait ce que des juristes comme toi appelleraient une remise en cause de la force exécutoire, c'est bien ça, et ce que moi je verrais plutôt comme une non-uniformité entre les acteurs supraétatiques sous-régionaux ou entre ce qu'on pourrait appeler des lieux décisionnels sur les réponses adéquates à apporter à une prise de pouvoir non constitutionnelle. Là, ce week-end, au dernier sommet à Accra, qui a eu lieu les 4 et 5 juin, vous aviez une rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui était suivie d'une rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Il y a 15 membres dans la CEDEAO, 8 dans l'UMOA. Tous ceux qui sont membres de l'UMOA sont aussi membres de la CEDEAO. Le Mali et la Guinée n'ont pas été invités au sommet de la CEDEAO, mais ont participé à celui de l'UMOA. Donc on voit que même entre organisations, les positions ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr. Plus largement, et c'est encouragé par les éléments qu'on vient de citer, il y a un scepticisme grandissant sur la pertinence de la CEDEAO, de l'UMOA, de l'Union africaine, qui sont considérés par les populations civiles comme des syndicats des chefs d'État. Et je te laisse le dernier mot. Alors, je m'excuse par avance parce que je pense qu'on va un tout petit peu dépasser, mais du coup, c'était juste pour faire un petit point sur les fondements juridiques de ces sanctions. Notamment, on peut voir dans sa charte constitutive que la CEDEAO a un article 77 sur les violations des principes fondamentaux, mais les mesures économiques ne sont pas listées. Donc on peut partir du principe que cet article n'est pas exhaustif concernant les sanctions, mais quand même qu'il a été du coup décidé de l'étendre et de faire application de sanctions. On avait également comme piste de réflexion le devoir d'ingérence qui est un corollaire du devoir d'assistance humanitaire et de se dire que les organisations internationales, en cas de non-respect des droits fondamentaux, notamment ceux de la première génération, c'est-à-dire les droits civils et politiques, se sont obligés d'intervenir pour rétablir une constitutionnalité, donc un ordre constitutionnel. Donc ces sanctions dites commerciales et celles dites financières ont eu un impact considérable. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait publié un rapport à ce propos en disant que ces sanctions, si elles étaient prises, ces sanctions économiques, devaient respecter le principe de légitimité et de proportionnalité.
Ici, c'est une interrogation qu'on s'est posée, c'est de savoir si est-ce que ces mesures-là respectaient ce principe de légitimité et de proportionnalité. Car au final, qui sont les personnes les plus impactées par ces sanctions? Les populations ou la junte militaire qu'on veut évincer du pouvoir? Donc, en l'espèce, les populations se sentent beaucoup plus lésées plus que les personnes au pouvoir, et ça a pour conséquence, en fait, d'amener une vision plutôt négative, ambiguë, ambivalente, je dirais, des organisations régionales telles que la CEDEAO. En conclusion, les sanctions prises par la CEDEAO et par l'UEMOA n'échappent pas à leurs compétences. Il est important de souligner que ces communautés économiques régionales ont une compétence assez large, qui va de l'élaboration de règles communes en matière économique à l'ingérence dans les affaires internes des États membres pour soutenir ou sanctionner un gouvernement non légitime à travers l'architecture africaine de la paix et de sécurité. Cela en fait des piliers de la coopération et de l'intégration africaine. La situation au Mali n'est malheureusement pas inhabituelle et cela va de soi que les institutions supranationales resserrent les vis afin que ces situations extraordinaires ne se pérennisent pas et ne se reproduisent le moins souvent possible. Toutefois, il faut souligner que le principe d'égalité souveraine que réaffirment très souvent les États africains est un frein à la prise de mesures ultra contraignantes. Donc, je vous remercie. Enfin, on vous remercie. Merci beaucoup. Donc, seconde contribution, celle de Mélanie Dubuis, maître de conférence en droit international public à l'Université de Lorraine, qui s'intitule « Quand la guerre contre le terrorisme malmène la souveraineté d'États fragiles ». Bon. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je tenais à remercier chaleureusement les organisateurs du colloque de m'avoir accueilli et puis surtout de m'avoir fait confiance pour vous parler aujourd'hui de cette souveraineté des États faillis, défaillants, qui est malmenée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors cette lutte contre le terrorisme, dans la période post-11 septembre 2001, a remis en cause les modèles classiques de conflictualité tels que le droit international les avait toujours connus. La relation de violence oppose désormais un État à un groupe non étatique, dont la violence dans l'action peut être équivalente à celle d'un État, des attaques terroristes équivalentes à une agression armée. Ces groupes terroristes qui ont pour ambition de concurrencer l'État nourrissent d'ailleurs des prétentions étatiques au regard de leur capacité à rassembler les éléments constitutifs de l'État. C'est le cas de l'État islamique aux prétentions territoriales affirmées, qui était structuré comme un État avec ses ministères et qui frappait monnaie, ce qui est la manifestation d'une puissance régalienne. Après les attentats du 11 septembre, le recours à la formule de guerre contre le terrorisme, Global War on Terror, menée par les États-Unis de Bush, puis reprise par Obama, est devenu commun. Il s'agissait de frapper les esprits d'un point de vue symbolique, mais le terme de guerre contre le terrorisme n'est désormais plus contesté. François Hollande, lors de l'intervention française au Mali en 2013, parlait de la guerre contre le terrorisme. Alors cette belli gerandi potestas a toujours été une manifestation de la puissance souveraine. Mais dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, cette puissance de guerre peut se retourner contre la souveraineté des États. Alors, dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes, la souveraineté des États présentant des signes de fragilité étatique renforcée a été mise à rude épreuve au nom de l'impératif de chasser ces groupes terroristes. Si la question des fragilités étatiques a dans un premier temps été appréciée de manière économique, elle l'a été par la suite de manière sécuritaire, les États fragiles étant présentés dans les stratégies sécuritaires après les attentats du 11 septembre comme un facteur de déstabilisation. On le retrouve dans la National Security Strategy de 2003, sous Bush, dans la National Security Strategy de 2017, c'est Trump, l'Interim National Security Strategy Guidance de mars 2021 pour Biden, et l'État failli est présenté comme étant dangereux par son instabilité. Ce concept d'État failli, défaillant, puis fragile, a été appréhendé par les auteurs de sciences politiques. En tout premier lieu, il y a un article fondamental de Hellman et Ratner dans la revue Foreign Policy en 92, Rosa Brooks ensuite, et puis bien plus tard, le concept a été repris par les internationalistes. L'État failli, qui est un concept très en vogue dans les années 90-2000, a été défini comme étant l'envers de l'État qui fonctionne, du successful state. L'État est ainsi défini négativement par rapport à un idéal type, qui est celui du modèle weberien, qui prend pour point de départ l'idée d'exercice par l'État du monopole de la violence légitime. Et à cela, il faut ajouter dans la définition
les responsabilités d'un État moderne répondant aux besoins de sa population. Le caractère failli correspondant à un stade extrême de défaillance dans l'exercice des missions, alors que l'État fragile lui manquera à ses missions partiellement. Il est bien moins question aujourd'hui d'État failli ou défaillant que de situation ou d'état de fragilités étatiques, de fragilisation étatique, parce que la formule est moins stigmatisante pour l'État en grande difficulté. Les rapports sont nombreux depuis 2005 à classer les États en fonction de leur fragilité. Vous avez la Banque mondiale, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, et puis des think tanks comme le Fund for Peace ou l'Index of State Weakness du Brookings Institutions, parmi les plus connus. Et la classification repose sur des critères économiques, des critères sociaux, des critères politiques, endogènes notamment comme la multiplication des guerres civiles ou les coups d'État, dont mes collègues parlaient tout à l'heure, et puis des critères exogènes comme l'arrivée de catastrophes naturelles, de pandémies. Alors l'enjeu de cette présentation est de montrer que dans un contexte de lutte contre le terrorisme, l'incapacité de l'État à assumer ses fonctions à l'intérieur de ses frontières pousse à s'interroger sur le principe cardinal en droit international du respect de la souveraineté dans son volet externe, c'est-à-dire dans ses relations avec les autres États qui, en tant que sujet de droit international, se doivent de respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de non-violation de l'intégrité territoriale. La déliquescence, la défaillance, la fragilisation étatique en fonction du degré d'affaiblissement de l'État est une pathologie provoquée par une carence dans l'exercice de l'autorité de l'État. Et cet affaiblissement dans l'exercice de l'autorité étatique va provoquer une atténuation du respect de la souveraineté de l'État hôte qui héberge des groupes terroristes, abaissement du respect de la part d'États puissants certes, mais victimes, et des États qui sont déterminés à intervenir par la force armée pour chasser les groupes terroristes. Tout d'abord, la défaillance étatique, catalyseur de l'abaissement du respect de la souveraineté de l'État. Quels facteurs déclenchent l'abaissement de la souveraineté dans son volet externe? Quels facteurs déterminent l'incapacité de l'État à assurer ses fonctions à l'intérieur de ses frontières? C'est tout d'abord la perte de monopole de la force légitime par l'État. Ici, l'État va perdre le contrôle du monopole de la force s'il est concurrencé par des groupes terroristes. Des pans entiers, des parcelles de territoire vont tomber sous le contrôle de groupes terroristes. C'était par exemple le cas pour la Syrie face à l'avancée de l'État islamique qui avait pris le contrôle de plusieurs villes. Raqqa était présentée comme une ville modèle de gouvernement, capitale du califat autoproclamé par les djihadistes, où ils pouvaient détruire des biens culturels, où ils pouvaient lancer des attaques, à Palmyre notamment, où c'est encore le cas, enfin c'était le cas en Irak, avec les provinces d'Anbar, de Salaheddin, d'Iyaoula. Par ailleurs, l'État, en perdant son autorité sur certaines parcelles de territoire, ne parvient plus à s'engager dans la lutte contre les groupes terroristes. Il y a un concept qui a émergé, déjà en sciences politiques, c'est une doctrine, et puis on en parle beaucoup en droit international, c'est celui du unwilling or unable state. C'est l'hypothèse de l'État qui est incapable, parce qu'il n'a pas les moyens politiques et militaires d'assurer la sécurité sur son territoire. Et puis, il peut être unwilling, c'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté politique de chasser les groupes terroristes. Vient ensuite la perte de légitimité de l'État. Ce qui caractérise l'État défaillant, c'est son incapacité à assurer correctement la gouvernance sociétale par la fourniture de services et le bien-être de sa population, ce qui entraîne une perte de légitimité de l'État auprès de sa population. La population perd la confiance en l'État. Et cette fourniture de moyens par l'État porte sur plusieurs éléments. Vous avez la participation politique, la santé, l'éducation, la gestion économique, l'état de droit, la sécurité humaine. C'est ainsi que, selon le politiste Robert Rothberg, l'État failli ne parviendra pas à réaliser 4 types de responsabilités. Il a identifié 4 types de responsabilités. Tout d'abord, c'est aménager un environnement menant à une croissance économique durable. C'est aussi construire des institutions politiques légitimes, transparentes, responsables. C'est encore protéger des populations de conflits violents et contrôler leur territoire. C'est enfin satisfaire les besoins humains fondamentaux de leur population. Perdant le contrôle de son territoire, perdant la confiance du peuple, en ne parvenant pas à lui offrir la sécurité, en s'engageant dans la lutte, la défaillance totale ou partielle de l'État entraînera une forme de rupture du contrat social entre l'État et son peuple, mais aussi une rupture du contrat avec les autres États, qui seront tentés, au nom de l'efficacité de cette guerre, de moins respecter la souveraineté de ces États qui sont préoccupants d'un point de vue sécuritaire. Et la souveraineté de l'État défaillant devient alors poreuse à l'exercice d'autres souverainetés
Les États menant une guerre contre le terrorisme se sentent alors investis de la mission d'intervenir militairement. Les conséquences de la défaillance étatique, l'abaissement du respect de la souveraineté par les autres États. Alors il existe en droit international une présomption en faveur d'une continuité de l'État, et la question du gouvernement effectif est appréciée avec moins de rigueur durant la vie de l'État que lorsque l'entité accède au statut d'État. La Somalie a été longtemps totalement dépassée, mais pour autant n'a pas cessé d'être membre des Nations Unies. La défaillance gouvernementale n'est donc pas synonyme de défaillance étatique en droit international. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la question du respect de la souveraineté des États hôtes, qu'ils soient défaillants ou aux fragilités très prononcées, cette souveraineté, ce respect de la souveraineté est mis en tension avec la question de la préservation des États victimes de terrorisme. C'est le dilemme de la sécurité et de la souveraineté. Les États faillis auront tendance à être considérés par certains États comme étant moins égaux que d'autres. C'est particulièrement le cas dans le cadre de la pratique des assassinats ciblés par recours aux drones armés, qui ont lieu sur le territoire d'États hôtes de groupes terroristes, où les terroristes ont pu s'implanter pour installer des camps d'entraînement, par exemple. En première question, des États inégaux. Point d'interrogation. Le droit international établit une approche qu'on pourrait qualifier de monolithique de la souveraineté interne et de la souveraineté externe. De la souveraineté négative, c'est-à-dire le respect du principe de non-intervention par les autres États, et puis la souveraineté positive, c'est-à-dire l'exercice de ses obligations par l'État vis-à-vis de sa population, en fournissant ordre et sécurité. Et lorsque l'État devient un État, les autres États le respecteront dans leurs relations réciproques. Et le fait qu'un État ne parvienne pas à exercer ses compétences à l'intérieur de l'État n'aura pas d'incidence en droit international sur le respect de cette souveraineté à l'extérieur, dans ses relations avec les autres États. Une idée défendue par des auteurs appartenant à la discipline des International Relations a commencé à faire son lit en droit international public. Celle selon laquelle la carence dans l'exercice de la souveraineté interne pourrait remettre en cause le respect de la souveraineté externe. D'une souveraineté absolue, on passerait à une souveraineté relative ou conditionnelle, parce que l'État n'arrive pas à exercer toutes ses missions. La tendance chez certains États a été de revoir à la baisse la nécessité de respecter la souveraineté de ces États faillis, qui ne parviennent plus à imposer leur autorité sur certaines parcelles de territoire. À la manière de la Negotiorum Gestio, une institution de droit privé, il s'agirait pour l'État puissant mais victime de faire à la place de l'État faible, qui ne parvient pas à chasser les groupes terroristes. Il y a plusieurs conceptions qu'on pourrait qualifier d'extrêmes pour l'internationalisme qui sont avancées par les auteurs et qui ont été reprises par certains États pour justifier une intervention armée sur le territoire de l'État hôte sans son consentement, ce qui, a priori, entraînerait une violation de sa souveraineté. Parmi les arguments, on peut trouver l'idée selon laquelle l'État n'exerçant pas l'autorité sur certaines parcelles de territoire, eh bien, il n'a pas de risque de violer sa souveraineté. Un autre argument, l'État ne parvenant pas à assurer l'exercice de l'autorité sur son territoire aura perdu toute légitimité et l'intervention armée d'un État victime d'actes terroristes est alors légitime. Le problème est ici que l'État qui ne parvient pas à chasser les groupes terroristes parce qu'il a perdu le contrôle sur une parcelle de son territoire ne peut pas être tenu pour responsable de cette perte d'autorité qui entraîne une recrudescence d'actes terroristes. Il est certain que l'absence de volonté politique ne peut être confondue avec une incapacité momentanée. Être un État failli ou défaillant, ça n'est pas un État permanent. Alors le recours aux drones pour procéder à des exécutions de chefs terroristes a été plébiscité par certains États, particulièrement les États-Unis et sous toutes les présidences américaines depuis 2001. Alors concernant cet exemple des assassinats ciblés par recours aux drones, le respect de la souveraineté, il faut le rappeler, requiert en droit international qu'une intervention armée soit obtenue par autorisation de l'État hôte. On parlera d'intervention sollicitée ou consentie. Une autorisation qui est donnée clairement par les autorités officielles. Les États victimes d'attaques terroristes pourront bien invoquer le fondement de la légitime défense pour recourir à la force armée, qui ne requiert pas d'autorisation. Mais dans l'hypothèse où l'exigence d'une agression armée ne serait pas satisfaite, l'État voulant agir doit rechercher et obtenir l'accord de l'État hôte dans le cadre de l'intervention consentie. Mais l'argument de la lutte contre le terrorisme sera la raison pour certains États de ne pas s'embarrasser d'un respect scrupuleux de la volonté souveraine de l'État hôte. La technique des assassinats ciblés par recours aux drones, telle que les États-Unis la pratiquent, on parle d'exécution extrajudiciaire, a montré que,
au nom de la lutte contre le terrorisme, eh bien, il pouvait malmener la souveraineté d'États aux fragilités caractérisées, comme au Pakistan, au Yémen ou en Somalie. C'est ainsi que même si, c'est ce que fait valoir une auteure, Wool Haver, même si les États-Unis ont fait, elle le souligne, hein, les États-Unis ont fait la démarche de demander l'accord, de rechercher au moins l'aval des autorités au pouvoir au Yémen, en Somalie, au Pakistan, mais les États-Unis ont pu sembler s'arranger avec un accord controversé ou implicite, par exemple. C'est le cas au Pakistan, où l'accord a pu être obtenu de 2007 à 2011, mais par la suite, il y a eu un changement dans les autorités au pouvoir. Le Premier ministre pakistanais, à partir de 2013, et le Parlement pakistanais avait suivi, a expressément refusé de donner son accord. Il a fait fermer des bases d'où étaient lancés des drones. Et pourtant, les assassinats ciblés ont continué sur le territoire pakistanais après ce refus qui était clair. Alors, cela nous rappelle que quand il est question de lutte contre le terrorisme, l'égalité n'est peut-être pas appréciée de la même manière. Et cela nous renvoie à une lecture du droit international du XIXe siècle, où un auteur qui s'appelle James Lorimer, mais il y avait William Hall ou Henri Batty, considérait que s'il y avait effondrement de l'État, les États ne pouvaient pas tolérer cette anarchie s'il y avait effondrement du gouvernement, et il fallait intervenir et recourir à la force librement. Il s'agit d'une lecture du droit international et d'une tentation qui est dangereuse. Alors en conclusion, le vocabulaire médical, quand il est question d'État failli ou défaillant, est largement sollicité. Il mobilise l'image d'un État qui serait un peu ou très malade. Mais au nom de l'impératif de cette guerre au terrorisme, la vulnérabilité de l'État aux fragilités caractérisées risque de s'accroître en perdant l'autonomie dans la prise de décision. Avec la guerre contre le terrorisme, la tentation est grande pour ces États victimes d'attaques terroristes, on pense aux États-Unis, puissants, de mettre ces États sous tutelle en les dépossédant. Est-ce que ces États ont la force, ces États fragiles ont la force de dire non? C'est la question. Mais même si le droit international est parfois fragilisé, il n'acceptera pas un retour à une lecture du XIXe siècle. Je vous remercie. Donc, je vais de ce pas me tourner vers la troisième intervenante de cette fin d'après-midi, Anaëlle Martin, docteur en droit public de l'Université de Strasbourg, qui va nous présenter une contribution sur les États membres de l'Union européenne au prisme de la dialectique de la guerre et la souveraineté, l'exemple de la Pologne. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'annonce encore une fois le titre, donc les États membres au prisme de la dialectique de la guerre et de la souveraineté au prisme de la Pologne, c'est-à-dire de la Pologne pris en tant qu'État membre de l'Union européenne et en tant qu'État-nation. Alors, vous avez tous remarqué, ces dernières années, la Pologne a très souvent été au cœur de l'actualité médiatique en Europe pour des raisons pas très glorieuses. En fait, c'était le plus souvent en raison de ses divergences avec l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les discours des dirigeants polonais, alors je rappelle que depuis 2015, le parti PiS est au pouvoir, donc Prawo i Sprawiedliwość, qui veut dire droit et justice. Ce sont des nationalistes conservateurs qui font que la Pologne se dirige dangereusement vers un État illibéral, un peu sur le modèle de la Hongrie, même si je vais revenir sur ces distinctions entre ces deux États membres voyous, ces deux États membres de l'Union européenne que sont la Pologne et la Hongrie, et qui font souvent l'actualité de l'Europe en raison de leur divergence avec l'Union européenne, et pour des griefs relatifs à des violations à l'état de droit ou aux droits fondamentaux. La Pologne a souvent fait l'actualité pour ces violations de l'état de droit, des droits fondamentaux. Et ce qui est intéressant et que j'ai toujours relevé, c'est que pour les dirigeants de la Pologne, de PiS, la souveraineté est très liée à la guerre. Dans les discours, on voit qu'il y a un lien très fort entre violation de la souveraineté nationale en raison d'une ingérence de l'Union européenne, ingérence prétendue ou avérée, dans les compétences nationales, dans l'exercice des compétences nationales. Donc il y a un lien entre la souveraineté, la défense de cette notion, et la guerre, parce que la Pologne n'hésite pas à accuser l'Union européenne de mener une guerre hybride. Donc le concept de guerre hybride est
à la mode ces dernières années, et il permet à un État comme la Pologne, il y a d'autres États également, d'accuser certaines entités, donc étatiques ou non étatiques, comme l'Union européenne, de mener une guerre hybride, c'est-à-dire non conventionnelle, non militaire, comme c'est le cas en Ukraine aujourd'hui, mais une guerre hybride, c'est-à-dire mêlant des éléments conventionnels ou pas du tout, ou une guerre plus idéologique. Voilà, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Alors, mon analyse, donc, en reprenant les termes de la dialectique, c'est de dire que la conception nationaliste, on va dire, de la souveraineté polonaise est liée à la guerre, en raison de son histoire, qui a été marquée par des guerres nombreuses et successives. Je vais faire un bref rappel, parce que c'est assez intéressant de remettre ça dans une perspective historique. Donc, cette conception nationaliste de la souveraineté est liée à la guerre, ou plutôt aux guerres que la Pologne a connues, donc liée à un traumatisme collectif pluriséculaire. Et en revanche, il y a une évolution qui, selon moi, est liée au fait qu'il y a de moins en moins de guerres conventionnelles. Je vais revenir sur cette tension entre guerre conventionnelle et guerre hybride, et le fait que la Pologne, depuis 2004, est un membre de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on va voir que les discours europhobes ou germanophobes, tout comme les discours russophobes, ne doivent pas être mis sur la même ligne. Donc, premier temps, et je descends, je montre la première... Voilà, la conception polonaise de la souveraineté marquée par la guerre. Eh bien, très rapidement, la Pologne, l'histoire de la Pologne est entachée par des guerres, puisque depuis la fin du XVIIIe siècle, donc 1772-1795, c'est très connu en Pologne, il y a eu trois partages successifs de la Pologne qui ont abouti à une perte totale de sa souveraineté. Et tout au long du XIXe siècle, la Pologne va lutter, les Polonais vont lutter pour leur indépendance, et ils vont être continuellement réprimés par les troupes du tsar russe, bien sûr. Ils seront souvent soutenus par les Européens de l'Ouest, moralement surtout. Et il y a eu aussi l'épisode avec Napoléon et le duché de Varsovie, qui est bien connu, mais c'était une courte parenthèse. Et pour faire très bref, tout au long du XIXe siècle, la Pologne a perdu ses territoires, son indépendance, bref, sa souveraineté. XXe siècle, on arrive en 1919. Alors, il y a eu également l'épisode de la Première Guerre mondiale, où la Pologne a été le théâtre des affrontements germano-russes. 1919, elle retrouve enfin son indépendance, sa souveraineté, mais c'est pour être victime, 20 ans plus tard, par une double invasion germano-soviétique, puisque les troupes d'Hitler à l'ouest et de Staline à l'est vont envahir la Pologne. Et ensuite, vous connaissez tous, bien sûr, l'épisode de la guerre froide, la mise sous tutelle de la Pologne, la doctrine de la souveraineté limitée. On arrive en 89 avec l'indépendance. 10 ans plus tard, la Pologne adhère à l'OTAN. En 2004, elle adhère à l'Union européenne. Et donc, 3 décennies après son indépendance, la Pologne reste, et c'est normal, très attachée à sa souveraineté pour être une jeune démocratie. Donc, ça en fait qu'aujourd'hui, la Pologne a ce que j'appelle une sensibilité souverainiste, c'est-à-dire qu'elle a tellement peur de reperdre son indépendance et sa souveraineté qu'elle va tout interpréter comme une menace. Et parfois, c'est très excessif, et c'est notamment le cas avec ses relations vis-à-vis de l'Union européenne. À chaque fois que ses intérêts sont lésés ou qu'elle estime qu'il y a eu là un outrepassement des compétences européennes, une ingérence de l'Union européenne dans ses compétences retenues, donc elle interprète ça comme une atteinte à la souveraineté donc nationale, et automatiquement, si on regarde les discours des dirigeants, guerre hybride, l'Union européenne nous mène c'est assez excessif et c'est assez marquant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que la Pologne a des discours europhobes, les dirigeants de PiS ont des discours europhobes, mais également germanophobes. Et ça aussi, c'est très marqué, on le sait peut-être moins, mais très souvent, les dirigeants de PiS vont accuser l'Allemagne, par exemple, de soutenir les sanctions de la Commission contre la Pologne, ou encore de financer les mouvements de protestation. C'était notamment le cas lorsqu'il y a eu ce cas avec les femmes, la décision du tribunal constitutionnel qui est revenue sur l'avortement, avec une interdiction aujourd'hui qui est quasi absolue de l'avortement. Et bref, et à chaque fois qu'on a des mouvements de protestation contre PiS, la Pologne est convaincue que c'est un coup de la Commission, soutenu par l'Allemagne. Voilà. Et donc, c'est ce qu'elle appelle une guerre hybride.
Ce qui est intéressant, c'est que ces discours, donc à la fois europhobes et germanophobes, sont liés, je le pense, à la guerre, à son traumatisme de la guerre, puisque très souvent, pour des raisons purement électorales ou pour des raisons, pour gagner des points dans les sondages, très souvent, on va avoir cette germanophobie qui va, par exemple, s'exprimer lorsque Donald Tusk, qui est bien connu en Europe, qui est membre de la plateforme civique, lorsque Donald Tusk fait un peu de l'ombre au gouvernement, eh bien, on va ressortir, les médias vont ressortir, puisque les médias sont également, ne sont pas indépendants en Pologne, vont ressortir une affaire comme quoi son grand-père était dans la Wehrmacht et tout ça. Donc c'est ce qui a aussi permis aux PiS de gagner, de remporter ces élections. Ce qui est intéressant, c'est la russophobie. À côté de l'europhobie, de la germanophobie, qui sont pour moi complètement infondées et complètement fantaisistes, on a un discours russophobe qui est très fort, et la Pologne est très connue pour avoir des positions très fermes vis-à-vis de la Russie. On le voit aujourd'hui avec ses rapports avec Moscou, puisque ses dirigeants sont très, on va dire, je pense que ce sont ceux qui ont la position la plus ferme en Europe. Et ce sont ceux qui aident le plus les Ukrainiens, à la fois en termes d'aide à l'armement, d'accueil des réfugiés et aussi de défense des intérêts ukrainiens. J'entends par là l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et ce qui est assez paradoxal selon moi, c'est que la Pologne n'hésite pas à critiquer le post-communisme, le libéralisme nihiliste de l'Union européenne, tout en soutenant une adhésion à l'Ukraine, alors même que les Ukrainiens qui veulent adhérer à l'Europe, à l'Union européenne, se battent pour des idées, des valeurs libérales et des idées démocratiques que la Pologne en ce moment est en train de saper. Donc c'est assez paradoxal de voir que la Pologne soutient l'adhésion de l'Ukraine, et on connaît les raisons pour lesquelles l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne. C'est pour se démarquer c'est pour se protéger de la Russie et pour se démarquer de ce régime autoritaire qui est le régime de Moscou. Et donc voilà, c'était un paradoxe que je voulais soulever. Et il y a d'autres points, je n'aurai pas le temps de tous les aborder. Je voulais également revenir avant... oui, donc ça j'en ai parlé. Comme quoi la conception de la guerre est affectée par son statut d'État membre. Alors, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, la peur du nazisme, la peur de l'Allemagne marche de moins en moins depuis que l'Union européenne existe, c'est-à-dire depuis que la Pologne est membre de l'Union européenne. Il n'y a aucun risque d'une guerre, disons, conventionnelle entre les États membres, entre la Pologne et l'Allemagne. Je parle de l'Allemagne parce que c'est un ennemi héréditaire comme la Russie, mais aujourd'hui, la donne a changé. Donc, aucune crainte vis-à-vis de l'Allemagne, néanmoins persistance de la menace russe, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, et rhétorique de la guerre hybride dans les discours des dirigeants polonais. Alors, s'agissant de la guerre hybride, et je n'aurai pas le temps de tout développer, ce qui est intéressant, c'est que le concept de guerre hybride, d'ailleurs, que vous avez évoqué, que la Pologne avait mobilisé, notamment lors de cette crise des réfugiés à la frontière biélorusse, où il y a eu un débat, est-ce que c'est une guerre hybride, est-ce que c'est pas une guerre hybride? On a eu des personnes qui ont été prises au piège et instrumentalisées par le régime de Minsk, qui était, enfin, Loukachenko a surtout été ici l'idiot utile de Vladimir Poutine, parce que je pense que c'était orchestré par Minsk et Moscou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement ici penser qu'il y avait bien une guerre hybride, parce qu'on avait utilisé des êtres humains comme un moyen de déstabiliser la Pologne, et pas seulement la Pologne, toute l'Union européenne, puisque je pense que Minsk et Moscou, et surtout Moscou, a tenté de jouer sur les points faibles de l'Union européenne, c'est-à-dire la Pologne qui est affaiblie et isolée en raison de ces violations permanentes de l'état de droit et des droits fondamentaux, mais également les divisions très vives sur la question de l'immigration. On le sait, le groupe de Visegrad, ils sont assez réticents sur les quotas ou des choses comme ça en ce qui concerne l'immigration. Voilà, donc je n'ai pas le temps de développer là-dessus parce que c'était assez critiquable, la façon dont la Pologne a réagi très militairement en envoyant des soldats. Je connais personnellement des Polonais qui sont partis en tant que soldats à la frontière biélorusse. Ils sont en train de construire un mur. On avait des discours de Morawiecki qui jonglait entre le front bruxellois, le front... il faisait la morale sur l'état de droit à la Commission européenne. Et 2 jours après, il se retrouvait en tenue militaire dans la forêt à la frontière biélorusse
comment dire, en soutenant en encourageant plutôt les soldats polonais à défendre, je cite, le territoire sacré de la Pologne. Donc une réaction très militaire de ce qui était en fait une crise humanitaire. On avait des personnes, et d'ailleurs, ça a été éclipsé, mais cette crise existe toujours. Il y a toujours un grave problème humanitaire avec des migrants à la frontière biélorusse qui sont principalement issus du Moyen-Orient et que la Pologne refuse de faire entrer sur son territoire. Alors je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement de développer ma toute dernière partie, c'est-à-dire le concept de souveraineté qui est renouvelé à la lumière des modèles traditionnels de l'État et de la guerre. Alors s'agissant tout d'abord des limites de la conception nationaliste de la souveraineté, je pense que tout le monde est au courant des limites de la conception nationaliste de la souveraineté. Je n'ai pas le temps de développer toutes les critiques qu'on peut émettre vis-à-vis du gouvernement de PiS. Je vais directement passer donc au dernier point sur le fait que la Pologne, qu'elle le veuille ou non, elle est membre de l'Union européenne. Ça a des avantages politiques, mais la contrepartie, c'est qu'il y a des obligations juridiques. La Pologne refuse en fait les obligations juridiques dès que ses intérêts sont lésés, au prétexte d'une prétendue violation de la souveraineté. Néanmoins, elle reste État membre de l'Union. Et c'est cette tension qui est intéressante, État membre de l'Union européenne, État-nation. Je pense qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, et je terminerai là-dessus, l'illustre magistralement, c'est que la Pologne ne peut pas faire cavalier seule, elle ne peut pas que compter sur les États-Unis ou l'OTAN, elle devrait faire en sorte d'améliorer ses rapports avec ses partenaires européens, notamment à l'Ouest, même si elle a toujours très fortement critiqué le couple franco-allemand. Elle devrait, selon moi, pour se protéger véritablement de la menace russe, consolider ses liens et améliorer donc ses rapports avec ses autres partenaires membres de l'Union européenne. Selon moi, il n'y a pas de contradiction, contrairement à ce que prétendent les dirigeants de PiS, entre la souveraineté nationale et la souveraineté européenne. Au contraire, la Pologne serait plus forte et elle aurait une plus grande sécurité, notamment à sa frontière orientale. Le fait de ne pas être isolée, mais vraiment d'assumer pleinement son destin et son statut d'État membre, et en cessant donc tous ces discours, selon moi, assez excessifs, pour ne pas dire stupides, europhobes ou germanophobes, où on pourrait aller plus loin, puisque la Pologne est connue pour ses positions assez intransigeantes sur tout un tas de sujets. Donc je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais déborder, et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, donc nous sommes dans les temps, c'est parfait. Et nous allons pouvoir donc entendre la quatrième contribution de cette dernière partie, celle de Massimiliano Vaghi, chercheur en histoire de l'Asie à l'université de Bergame. Contribution intitulée « Une souveraineté in fieri pendant les guerres du Carnatique, État, compagnie, Nawab et Nabamisme en Inde 1745-1761. » Merci beaucoup aux organisateurs et pourquoi pas merci beaucoup au public pour la patience. Et donc, il faut parler un peu du XVIIIe siècle et donc des Français d'Inde, du nababisme, etc. Alors, en 1707, après la mort du grand Moghol Aurangzeb, les Nawabs indiens se rendirent de facto indépendants de Delhi, même s'ils continuent formellement à respecter l'autorité impériale du grand Moghol. L'Empire se transforme donc d'une monarchie plutôt centralisée à un ensemble de provinces fortes autonomes. Les Européennes se retrouvent ainsi à opérer dans un état d'anarchie, ou d'anarchie qu'il répute être de l'anarchie, une anarchie qui contribue à l'éclatement des guerres du Carnatique de la moitié du XVIIIe siècle, où la rivalité franco-anglaise pousse les acteurs vers une reconfiguration de l'exercice de la souveraineté dans les provinces anciennement contrôlées par les Moghols. Il ne faut pas oublier que la rivalité politique et économique franco-anglaise au XVIIIe siècle a été une rivalité mondiale qui a regardé les Indes orientales et occidentales
Et dans les scénarios coloniaux, et notamment celui du sous-continent indien, une sorte de guerre mondiale commence par l'éclatement de la guerre de succession d'Autriche pour se terminer seulement après la paix de 1783. Ou peut-être après les guerres de la Révolution et de l'Empire. Dans le contexte des guerres franco-anglo-indiennes, on peut vraiment parler de trois empires en conflit. D'un côté, le système impérial moghol, avec les États successeurs gouvernés par les Nawabs à la fois alliés ou rivales de l'Empire. De l'autre, les empires coloniaux de la Grande-Bretagne et de la France, qui opéraient officiellement par l'intermédiaire de leurs compagnies commerciales. Toutefois, pendant les guerres du Carnatic, ces acteurs européens non gouvernementaux, notamment la Compagnie des Indes françaises, perdent d'importance par rapport aux États. En effet, la nécessité de s'assurer l'alliance ou bien la complicité des princes indiennes pour la bonne réussite de la guerre comportait l'intervention directe des États au détriment de la Compagnie des Indes, soit français, soit anglaise. Et comme écrit Charles Debussy en expliquant au comte d'Argenson la question en 1755, je cite, « Je me suis servi des noms du roi de France et d'Angleterre parce que les Asiatiques n'ont nulle idée de ce que c'est la compagnie de ces deux nations. » En même temps, en ce qui concerne les cas français, la souveraineté de la Compagnie des Indes est minée par la politique du nababisme menée par Dupleix et ensuite par Bussy. Alors, quelques mots sur ces deux personnages. Le gouverneur Joseph-François Dupleix avait commencé sa carrière d'administrateur colonial à Chandernagore, le chef-lieu des établissements français dans la Suba du Bengale, dans la province du Bengale. En 1741, il devient gouverneur de Pondichéry et chef des établissements français en Inde. Habilité et fortune lui permet d'installer sur le trône du Deccan des princes liés à la France. Il inaugura la politique du nababisme, ou nabobisme en anglais, c'est-à-dire l'ingérence des Européens dans les affaires politiques indiennes, qui vise à une expansion territoriale indirecte au détriment des Nawabs indiennes. Une expansion finalisée à limiter les dépenses de la métropole, les dépenses que la métropole doit soutenir pour le maintien de son domaine colonial. Dans ce cadre, se détermine d'un côté la supériorité militaire des Français sur les Anglais, une supériorité évidente entre 1748 et 1750, et de l'autre, un contrôle éphémère sur la vaste région de l'Inde du Sud. Toutefois, la politique de Dupleix n'eut jamais le plein appui de son gouvernement et ni de la compagnie. En 1754, accusé des échecs dans les dernières campagnes militaires, il fut remplacé et obligé de rentrer à Paris. Quelques années plus tard, Charles Debussy, lui aussi, a effectué l'essentiel de sa carrière militaire en Inde, notamment sous Dupleix et après sous Thomas Arthur de Lally Tollendal pendant la guerre de 7 ans. Finalement, en 1781, Bussy devient commandant en chef des forces terrestres et de mer au-delà du cap de Bonne-Espérance, comme on disait à l'époque, et il se bat encore contre les Anglais pendant les guerres liées à la Révolution américaine. Il a écrit à ce propos un journal détaillé, essentiel pour étudier les côtés asiatiques de la Révolution américaine, des guerres de la Révolution américaine. Il faut donc se demander ici si Dupleix et Bussy sont-ils les pères d'une tentative de colonisation indirecte dans le sous-continent indien au XVIIIe siècle. Souvent, les historiens qui ont écrit sur ces deux célèbres officiers de l'ancienne compagnie française ont considéré Dupleix comme le premier artisan du sub-impérialisme, comme on dit en anglais, suivant une définition de Peter Marshall, c'est-à-dire la planification et le début de la conquête des royaumes indiens par l'initiative des gouverneurs coloniaux et contre les directives des gouvernements européens et contre les ordres de la compagnie commerciale. De son côté, à Bussy, on a souvent réservé l'honneur
d'être le père du modèle colonial du protectorat qui s'impose au XIXe siècle. Alors c'est Alfred Martineau, au début du siècle dernier, qui a été le premier à mettre en évidence les différences présumées entre la politique de ces deux anciens colonisateurs français. Martineau, connu par les historiennes surtout pour sa grande biographie de Duplay, a été un officier colonial toujours intéressé à l'histoire de l'expansion française pendant l'Ancien Régime. Entre 19e et 20e siècle, est nommé successivement directeur de l'intérieur en Nouvelle-Calédonie, puis à Djibouti, aux îles Comores, à l'Afrique équatoriale française. Enfin, il est nommé directeur de l'Office colonial. En 1910, il devient gouverneur des Landes françaises à Pondichéry et quelques années plus tard, au commencement de la Première Guerre mondiale, Martineau est promu directeur des affaires d'Asie au ministère des colonies et rentre à Paris où il va se dédier aux études des sources d'archives qui viennent des colonies françaises dans l'océan Indien. À partir de ce moment, ses intérêts se déplacent définitivement vers l'étude de l'histoire et il abandonne sa carrière politique et il publie ses œuvres sur Duplay et sur langue française. Alors, selon Martineau, qui est tout à fait un exponent, un officier qui joue un rôle très important pendant la Troisième République, avec un langage un peu emphatique, il écrit, je cite, « Boussy fut dans notre histoire coloniale un homme véritablement grand, le plus grand de l'Ancien Régime, et qui tiendra encore une place fort honorable dans les nouveaux. Il ne fut assurément pas supérieur à Duplay par la hardiesse des conceptions, mais il les domine par les bons sens et par les jugements, sans lesquels les idées les plus hautes ne sont souvent qu'un produit malheureux de l'imagination. On l'avoue, au début de sa carrière, s'est révélé comme un homme attentif à pénétrer l'âme des indigènes et l'esprit de leur gouvernement, et a apporté dans cette étude une méthode qui tenait soit à une disposition naturelle de son esprit, soit à une instruction première très développée. Pour cette raison, écrit encore Martineau, Boussy se place, je cite, parmi les figures du XVIIIe siècle, moins comme un homme de guerre que comme un diplomate. S'il avait livré des batailles, sa renommée serait plus éclatante, et s'il avait été tué à Goudelure dans sa lutte désespérée, il partagerait certainement avec Montcalm la gloire la plus belle de l'Ancien Régime. Mais il préférait au succès qui coûtait des vies humaines les victoires pacifiques où l'amour propre lui-même peut être ménagé comme une sauvegarde pour l'avenir entre adversaires réconciliés. Et il va conclure. Dans un panthéon hellénique, Pallas Athénée, déesse de la sagesse et de la guerre, les revendiquerait comme une de ses disciples les plus parfaits. Alors, c'est un cadre de Boussy très emblématique, celui qui fait Martineau. Au contraire, à propos de Duplay, Martineau soutient que, grâce, je cite, grâce au génie de Duplay, la France l'emporte un moment sur ses rivales, les Anglais, et acquiert en quelques années une réelle prééminence. L'anarchie qui succède dans les Andes à l'invasion du Persan Thomas Koulikan en 1739 favorise les intrigues de l'audacieux administrateur, devenu gouverneur de Pondichéry. Celui-ci a compris que seule l'acquisition de la souveraineté sur d'immenses provinces, dont les revenus enrichissent la compagnie, permettrait de rendre largement créditrice une balance commerciale que les envois d'espèces métalliques d'Europe faisaient constamment pencher au détriment de Paris. Alors, on peut généraliser deux catégorisations. D'un côté, Duplay, les conquérants, de l'autre côté,
Bussy, les politiciennes. Deux catégorisations qui semblent un peu simplistes et ne peuvent pas saisir toute la complexité de la dynamique sociopolitique du sous-continent indien au milieu du XVIIIe siècle, surtout en ce qui concerne les relations entre les Européennes et les Indiennes. Les sources indiennes publiées, par exemple l'histoire de la bataille de Bobili, une source de la moitié du XVIIIe siècle, composée par une érudite Telugu, les sources indiennes semblent illustrer une politique de Bussy très proche à celle de Dupleix. En effet, il continue à étendre les possessions françaises dans les Décanes, malgré les difficultés qui touchent la capitale française, Pondichéry. À ces propos, sur la façon de Bussy de s'opposer à la résistance des dignitaires indiennes, la source, l'histoire de la bataille de Bobili que j'ai citée, laisse peu de place à l'interprétation et nous montre un Bussy très peu diplomatique, comme avait écrit Martineau, mais au contraire conscient de son pouvoir et de l'autorité qui lui vient de la puissance démontrée par les Français dans les récents passés militaires dans le sud de l'Inde. Alors Bussy s'adresse à un important zamindar bengali qui a refusé de payer les tributs et d'approvisionner les troupes françaises avec un langage qui exprime une menace évidente et qui est décrit avec précision par l'auteur de l'histoire de la bataille de Bobili. Je cite, « Si vous êtes assis, venez tel que vous êtes. Si vous êtes debout, venez debout. Si vous ne venez pas, votre forteresse sera pulvérisée. » Recevant cette lettre, les amindars surini di Poteia courent à la rencontre de Bussy, chargés de nombreux cadeaux. Alors, ce témoignage indien sur l'attitude de Bussy envers les Indiennes même rappelle celle de Dupleix. En effet, quelques années auparavant, en 1748, Dupleix écrivait à Mahfuz Khan, fil et commandant des troupes du Nawab du Carnatic, des mots très durs pour empêcher la naissance d'une alliance entre Indiens et Anglais qui aurait été fatale pour les Français, pour les intérêts français. Je cite la lettre de Dupleix. « J'apprends, il écrit, que les Anglais vous ont offert des présents et qu'ils recherchent votre assistance. » C'est Dupleix qui écrit au Nawab. « Je suis sûr que vous ne les aiderez pas. Mais si vous les faisiez, comment voulez-vous que cela nous touche? Si vous vous unissiez aux Anglais et s'ils marchent contre Pondichéry, nos troupes de Madras iront incendier cette partie de votre pays. Et si vous attaquez Madras, nous irons ravager tout votre pays d'ici jusqu'à Arcat. Arcat ou Arcot, c'était la capitale du Carnatic, la côte orientale du sous-continent indien. Alors, les relations et les mémoires français également semblent indiquer une corrélation de facto entre les méthodes coloniales de Dupleix et de Bussy. Il faut penser par exemple à une relation de la bataille donnée près de Gingis, une relation française, qui décrit avec clarté la victoire étonnante de Bussy en témoignant ses qualités de stratège habile et de guerrier féroce. Je cite ce témoignage. Une bataille, oui. Une bataille gagnée sur les murs d'une place 2 minutes. Une bataille gagnée sur les murs d'une place que l'on emporte d'escalade dans la même nuit ne nous coûta que 10 hommes de tués. La perte des ennemis a été plus considérable que jamais dans la bataille. La plaine était couverte des ennemis morts. L'on a passé au fil d'épée tout ce qui s'est trouvé en armes dans les différents endroits qu'on a escaladés. Les soldats conduits par d'aussi braves officiers a marqué dans toutes ces différentes actions une intrépidité digne de toutes les sortes de louages. Alors, pour conclure, on peut noter qu'au contraire de ce qu'avait écrit Martineau, l'analyse des sources de l'époque, tant indienne qu'européenne, témoigne une réalité
en réalité une politique de Bussy très proche à celle de Dupleix. À mon avis, tant Dupleix que Bussy se réfèrent au même modèle d'expansion coloniale, une sorte d'expansion coloniale indirecte qui donnera lieu à une nouvelle forme de souveraineté dans l'Inde. D'un côté, ils ont adopté une politique de puissance face aux Indiennes, de l'autre, ils n'ont jamais cherché ni accepté d'être placés sur un trône de l'Inde tel qu'il soit. Ils se sont servis des nawabs indiennes strictement contrôlés pour gouverner à leur place. Au milieu des guerres du Carnatique, et je vais conclure, on peut noter donc un exercice de la souveraineté dans le sous-continent indien tout à fait inférieur, où la politique française est conditionnée par le nababisme et les Indiens sont désormais loin de la condition de force qu'il avait au début du XVIIIe siècle. Selon Dupleix lui-même, qui à la fin de sa carrière revient sur ses expériences indiennes, je cite la dernière citation, « Pour bien apprécier l'état présent de la nation française dans l'Inde, il faut se rappeler les temps d'humiliation où les Français étaient forcés, pour le bien de leur commerce, d'aller timidement porter leur présent et leur hommage à des petits chefs de bourgade que nous n'admettons aujourd'hui à nos dorbars, à nos assemblées. Merci de votre attention. Oui, je vous propose donc qu'on recueille des questions. Alors je vais quand même jouer aussi un petit peu mon rôle de discutant, même si j'ai déjà en ouverture apporté quelques éléments que je voulais mettre aussi sur la table. Donc je vais rapidement, j'avais préparé une question pour chaque présentation mais je propose qu'on regroupe toutes les questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein, donc, je prendrai aussi vos questions et puis on fera une session de réponse à l'ensemble des questions. Alors, je vais essayer d'être bref. Sur donc une première question à Aminata Diaby et Nicolas Kingelschmidt à propos donc des politiques qui sont menées à l'égard des autorités de facto au Mali. Je me demandais, pour reprendre un point que j'avais évoqué aussi en introduction, dans quelle mesure, en fait, la politique des sanctions que vous évoquez à la fin de votre contribution était controversée, c'est-à-dire est-ce que, y compris au sein des organisations, enfin de la CEDEAO par exemple, voilà, est-ce que c'est des sanctions qui sont adoptées pour qu'elles soient vraiment effectives en termes d'impact économique, ou bien est-ce que c'est davantage pour des enjeux de politique intérieure de ces États ou de politique, je dirais, de l'organisation elle-même, hein, c'est-à-dire des enjeux de solidarité au sein de l'organisation ou autre. Ensuite, une question donc à Mélanie Dubuis, donc sur la plasticité de la question de la défaillance, hein, parce que bon, quand on regarde un peu, je veux dire, les usages qui sont faits, ces catégories d'état fragile, défaillant, etc., on se rend compte que chacun a sa propre définition et que c'est souvent des définitions opportunistes. Lorsqu'elles sont utilisées pour justifier des interventions, hein, c'est-à-dire qu'elles sont quand je dis opportunistes, c'est pas péjoratif, c'est plutôt opportune par rapport aussi aux logiques dans lesquelles elles s'inscrivent, parce que c'est pas la même chose quand on est chargé de saisir l'État pour des raisons d'aide au développement, pour des raisons humanitaires ou pour des raisons de lutte contre le terrorisme. Voilà. Donc, et donc finalement, est-ce que la défaillance de l'État, c'est pas aussi, lorsqu'il s'agit d'une intervention non consentie, une défaillance une défaillance par rapport aux attentes de ceux qui vont mener ces opérations préventives ou autres.
Ensuite, donc, une question à Anaël Martin. Oui, alors, effectivement, c'était intéressant que vous reveniez sur ce qui pourrait sembler être une contradiction entre, d'un côté, le fait d'adhérer aux organisations internationales, de pousser l'Ukraine aussi, enfin de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et en même temps cette posture qui vise à être très avoir un regard souvent très, très négatif face à ce qui vient de Bruxelles. Donc ma question, c'est quelle est la rentabilité politique interne de cette posture, en fait? Est-ce que c'est pas d'abord parce qu'elle permet à moindre frais d'engranger des gains électoraux ou autres qu'elle peut être adoptée? Et enfin, donc une dernière question donc à Massimiliano Vaghi, à laquelle il a commencé en fait à répondre à la fin de sa présentation. En fait, j'étais intrigué aussi par du coup qu'est-ce qu'on entend par souveraineté à l'époque et sur ces espaces territoriaux. Et ça m'a fait penser à un ouvrage que je suis en train de lire. C'est pour tout vous dévoiler. On est entre nous maintenant, on est en petit comité. Donc mon livre de chevet, voilà, sur voilà, les Français qui parcouraient l'Amérique du Nord au XVIIe, XVIIIe siècle, etc., et qui parfois arrivaient dans des tribus amérindiennes avec des plaques gravées en disant vous êtes dorénavant des sujets du roi de France. Voilà. Donc ça voulait strictement rien dire, en fait, ça n'avait aucun impact, mais voilà, qu'est-ce que c'est que ces prétentions à exercer une forme de souveraineté? Alors c'est encore différent, mais voilà, on sent bien que finalement en quelques siècles, il y a un rapport au territoire et à la souveraineté qui a quand même beaucoup, enfin qui a sensiblement continué d'évoluer. Donc maintenant, la parole est à la salle pour d'autres questions si vous en avez. Oui, merci à tous ces intervenants pour la qualité de vos réflexions et puis leur pluralité. Alors, le point commun qui me semble émerger en vous écoutant tous, c'est finalement quand on travaille sur les relations entre guerre et souveraineté, on a tout à fait tort de considérer que la souveraineté est une sorte de donnée qui irait avec toute organisation étatique, puisque là, il est beaucoup question plutôt de déficit ou de défaut de souveraineté. Et en écoutant la communication sur la Pologne, je me suis souvenu des caractères très particuliers qu'avait pris la résistance polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une des rares résistances qui, malgré un gouvernement en exil et des armées en diaspora, va maintenir une présence d'États clandestins dans les deux parties occupées de la Pologne, dans la partie soviétique et dans la partie occupée par la Wehrmacht. Ce qui fait qu'on comprend très bien la réaction, donc, parce que c'est leur quatrième partage, hein, on comprend très bien que toutes les institutions étatiques deviennent clandestines, deviennent enterrées, y compris l'université, y compris le petit sabotage qui est institutionnalisé. En fait, c'est comme si tout ce qui devait préserver la culture et la société polonaise rentrait en clandestinité, devenait absolument souterraine, mais avec des règles qui étaient celles d'une souveraineté qui avait disparu avec la disparition de la Pologne. Donc ça, c'est très intéressant. Et je me demandais si on pouvait comparer, mais la comparaison peut-être un peu osée, des situations où la souveraineté est l'héritage de situations coloniales ou post-coloniales, où il y a de toute façon au départ une sorte d'effritement ou on a parlé de faillite, d'État failli, ou en tous les cas des défauts de souveraineté qui expliquent que finalement divers conflits, que ce soit un grand mot qu'est la guerre ou divers conflits, qui peuvent être aussi des conflits sociaux, viennent se greffer justement sur ces failles de la souveraineté. Donc voilà, c'est une question très générale que je pose à tout le monde. Et vous me répondez avant minuit. Hein. Oui, moi j'ai une question pour Massimo. Il y a un travail, je ne sais pas si tu le connais, très intéressant d'une jeune femme qui est maître de conférence à Lausanne, s'appelle Maria Bass, B-A-S,
qui est une Suédoise qui a fait sa thèse en Angleterre, qui maintenant est à Lausanne, sur les économistes indiens. Depuis le XVIIIe siècle, ce n'étaient pas vraiment des économistes, c'était des penseurs politiques, etc. XVIIIe, XIXe siècle, surtout au XIXe siècle, qui définissaient la nation, la souveraineté, ce que eux considéraient comme des actes de guerre, de manière complètement différente de la France ou de l'Angleterre. Et donc il y a une confrontation des deux regards sur le processus de colonisation de l'Inde qui met en jeu ce que disait Alia, c'est-à-dire cette construction radicalement hétérogène et différente des notions de nation, de souveraineté, on peut le comprendre, de légitimité évidemment, mais même de guerre, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui n'étaient pas pensés ou décrits ou théorisés comme des actes de guerre par les puissances colonisatrices, qui étaient pensés et décrites comme des actes de guerre du point de vue des colonisés. Oui, je disais que j'avais une question complémentaire en fait qui rejoignait votre question. C'était justement par rapport à tout ce qui était colonisation et tout. Est-ce que par rapport à vos réflexions, on ne pourrait pas adopter aussi une dimension sociologique qui expliquera en fait le ressenti? Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans un pays qui a été partagé, occupé. On peut se dire que certes c'était il y a longtemps, mais vous avez bien précisé que les souverainetés étaient récentes, et c'est aussi le cas pour les pays africains. C'est pour ça que je mène cette réflexion-là, parce que moi ça concerne aussi la dimension de mon travail, et c'est une question que je m'étais posée, où souvent il y a un peu ce sentiment de néocolonialisme, de colonialisme qui est toujours présent, et qui fait que la coopération étatique, la coopération nord-sud est un peu compliquée, parce qu'elle est un peu teintée de cette dimension-là. Donc, est-ce qu'un aspect sociologique ne pourrait pas venir approfondir du coup ces aspects-là pour expliquer justement pourquoi la Pologne n'arrive pas à se défaire de toute cette dimension, en fait? Donc, voilà. Oui. On m'entend? Oui. Oui, il y a. Je pense qu'on ne peut pas comprendre. Enfin, si on regarde les décisions prises récemment par le gouvernement polonais. De notre point de vue, c'est difficile à comprendre. Donc pour moi, je rejoins la réflexion, c'est nécessaire d'avoir une approche socio-historique pour comprendre vraiment d'où ça vient, cette tendance illibérale, cet euroscepticisme. Je ne sais pas si on m'entend. Il faut... Ah, d'accord, ok. Pardon. Oui, je disais, une approche socio-historique est nécessaire pour bien comprendre. Je prends le cas de la Pologne, mais comme vous dites, je pense n'importe quel État. Il faut comprendre son histoire, il faut comprendre les injustices du passé, peut-être pour comprendre des réactions qui semblent aujourd'hui injustifiées, infondées ou inexplicables. Et c'est vrai qu'un éclairage historique, socio-historique est nécessaire pour les comprendre. Pas pour les justifier en droit, c'est sûr, mais pour expliquer des comportements, des réactions. Et c'est le cas de la Pologne, c'est sûr. La Pologne qui s'est... Alors, j'en ai pas parlé, mais dans mon article, enfin, dans mon papier, j'ai évoqué le mythe de la martyrologie, le mythe de la nation victime. C'est très fort en Pologne, le fait que la Pologne s'est sentie comme un État constamment persécuté, sacrifié. Et ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui on a le poids de l'Église catholique très fort en Pologne. C'est aussi parce que l'Église a été une barrière à la russification forcée de la population. C'était un refuge. Donc effectivement, aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi un État comme la Pologne a du mal est resté très en arrière par rapport à ses autres partenaires en Europe. Et je pense que c'est lié effectivement à un traumatisme qui est à chercher dans l'histoire. Oui. Alors en effet, ces qualifications sont tout à fait opportunes et on voit bien qu'elles évoluent en fonction des décennies. Parce que on va parler de soft state dans les années 60-70 pour des États qui ont peut-être connu des territoires qui étaient soumis au joug colonial et qui ont pris du retard dans le développement économique avec, à l'époque, aux Nations Unies, on va parler de pays en voie de développement, de pays en développement ensuite, petits États particulièrement endettés, d'États insulaires. Et puis, le terme de défaillance étatique, d'État défaillant, on le voit apparaître dans les années 90 avec la fin de la guerre froide, l'effondrement
de l'appareil étatique de certaines entités. Et puis ensuite, on va rencontrer davantage le terme d'État fragile, qui est la rencontre de la sécurité et du développement dans une économie mondialisée. Donc en effet, les qualifications sont opportunes en fonction de la logique que l'on veut choisir. Est-ce qu'elle est sécuritaire? Est-ce que c'est plus une logique d'aide humanitaire ou d'aide au développement d'un État? Bon, voilà, je vous passe le micro. Bon, c'est bon, d'accord. Alors, en très peu de mots, c'est impossible de parler de la souveraineté en Inde au XVIIIe siècle, un peu de mots. Alors, en ligne très générale, le contexte du XVIIIe siècle, c'est tout à fait différent de celui du XIXe. Ce sont deux mondes totalement différents dans les sous-continents indiens. Alors, au XVIIIe siècle, la souveraineté était confiée aux grands Moghols, qui étaient les souverains légitimes de toutes les principautés indiennes, même s'il avait très peu de pouvoir effectif. D'accord? Donc, le problème, c'est ça. Et la conquête anglaise de l'Inde était tout à fait imprévisible au XVIIIe siècle. Donc, personne en Europe songeait de conquérir l'Inde au XVIIIe siècle. L'Inde était un lieu de commerce, un lieu où le but était celui d'avoir des relations commerciales avec les marchés indiens qui, au XVIIIe siècle, étaient les plus riches du monde. Et donc, quand on parle des Indes, il faut totalement faire différence entre les Indes orientales et les Indes occidentales. Ce sont deux mondes complètement différents. Et le colonialisme européen et puis anglais en Inde était né comme un colonialisme commercial qui devient conquérant dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour une série de circonstances qui étaient à l'époque totalement imprévues et qui touchent la politique européenne, la crise de l'Empire moghol et la longue guerre des 100 ans entre la France et l'Angleterre qui se sont battues aussi dans un contexte où la souveraineté indienne entre en crise et donc les Européens peuvent s'en servir avec la politique du nababisme qui est l'exemple le plus évident à mon avis. Mais peut-être que je peux retourner sur ça pendant les actes, la rédaction du paper. Merci. C'était juste pour apporter des éléments de réponse à votre toute première question, notamment sur les décisions, les sanctions qui étaient prises par les organisations multilatérales et leur effectivité. Moi, je pense, d'un point de vue du droit international, qui rejoindra peut-être les relations internationales là-dessus, c'est que les États ont décidé de déléguer quand même une partie de leur souveraineté à ces organisations-là. À partir de ce moment-là, il faut qu'elles prouvent qu'elles servent à quelque chose. Donc on attend de leur part déjà, en des fondements, le maintien de la paix. Donc à partir de ce moment-là, elles sont effectivement obligées de prendre des décisions, mais il est très difficile que ces décisions-là trouvent effectivité si les États ne jouent pas le jeu. Donc d'un certain côté, les États vont jouer le jeu par rapport à leur puissance. On prend l'exemple de, notamment, je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais du G5 Sahel, qui est justement une organisation à laquelle est parti le Mali et qui a décidé justement de reprendre des sanctions. Mais ça, c'était par rapport au fait d'empêcher le Mali de prendre sa présidence tournante le mois dernier. Et notamment, le Mali a dit « Ok, dans ce cas-là, je me retire de l'organisation » parce que le Mali était en position de force dans l'organisation. Le Mali ne pourrait pas faire pareil avec la CEDEAO et l'UEMOA. Donc dans ce cas-là, oui, les décisions vont être à peu près effectives parce qu'il y aura peut-être un plus grand nombre qui vont vouloir voir ces décisions-là appliquées. Donc à partir de ce moment-là, ils seront en position de force et ces décisions, ces sanctions pourront être appliquées et effectives. Merci de votre présence, merci aux intervenants, merci au président de panel.
Merci à toutes les questions intéressantes et très intéressantes qui ont été posées pendant ces 2 jours. C'est un colloque qui préfigure ce que le programme Sorbonne War Studies veut faire. On en fera plus de manifestations scientifiques dans le futur. Il y aura un volet recherche qui sera développé. Voilà, donc, et nous souhaiterons aussi construire des relations avec des partenaires de différentes universités françaises et européennes. John Agnew, que nous devions voir hier, donc, a compris que nous étions sous une cascade d'ennuis technico-improbables, puisque vraisemblablement les orages de ces derniers jours ont débranché un câble derrière l'armoire électrique qui se trouve derrière ce mur. En fait, il suffisait de débrancher le câble et de le rebrancher pour que tout fonctionne. Mais on l'a appris trop tard, il était déjà 11 h du matin, donc nous n'avons pas pu entendre John Agnew. On valorisera son texte d'une autre manière. Merci pour votre participation, votre attention. Très bonne soirée et à bientôt.